Bonsoir, chers participants. Merci de répondre à notre invitation pour ce side event qui porte sur la thématique énergie, changement climatique. Quelle articulation pour des territoires résilients? C'est un événement co-organisé par ENDA en partenariat avec Énergie 2050 et ECODEV, l'école du développement de la Mauritanie, malheureusement qui, pour plusieurs raisons, n'a pas pu se joindre à nous. Nous avons au niveau du panel Guillaume de Énergie 2050 et pour le moment Peter Story de C2PFN qui s'occupe de l'accompagnement des entreprises dans le domaine de l'énergie durable. Donc il reviendra sur ces aspects-là pour montrer un peu les différents modèles dont il dispose pour accompagner les opérateurs. Et qui dit opérateur parle d'entreprise, mais parfois aussi peut parler des organisations de la société civile. Il va y avoir comme élément introductif, je vais lancer quelques mots et par la suite permettre à Abdou de présenter un cas concret en matière d'innovation. Comme vous le savez, je crois que Paris, c'est il y a 2 ans, mais en même temps aussi, on est dans la décennie des énergies renouvelables, Sea4All, qui interpelle l'ensemble des parties prenantes, mais aussi l'ensemble des populations pour considérer qu'aujourd'hui, l'accès à l'énergie durable devrait être considéré comme un droit. Et comme on est dans la perspective du post-2015, il y a 2 éléments de contextualisation à retenir à mon sens. D'abord, c'est l'accord de Paris et les cadres publics d'intervention, notamment les CDN, qui vont être mis en œuvre au niveau des pays. Et comme vous le savez tous, ces CDN ont des composantes atténuation, mais également une composante adaptation. Et dans cette perspective, je crois qu'en termes d'innovation, nous devons davantage rechercher en Afrique les options d'adaptation à coût, à co-bénéfice. Co-bénéfice, c'est-à-dire les options d'adaptation qui ont un contenu de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'on ne peut pas continuer toujours à défendre les questions d'adaptation. Il faut réfléchir sur ces questions d'adaptation, quelles sont les options d'adaptation aujourd'hui à co-bénéfice qui ont un contenu réduction de gaz à effet de serre. Pour qu'à la fois, en lançant ces genres d'options, on répond aux objectifs globaux de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi on permet aux communautés locales de faire face justement aux effets pervers des changements climatiques. Les CDN constituent les référentiels en matière de politique climatique. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'en faisant l'agrégation des CDN en termes de réduction, on est vraiment sur une trajectoire qui dépasse largement les 2 degrés. On est sur une trajectoire de 3 degrés et même plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une exigence aujourd'hui de lancer des actions prioritaires au niveau des pays pour justement revenir aux 2 degrés, voire les 1,5 degrés. Et c'est dans cette perspective qu'on attend la contribution des acteurs non étatiques. Parce que le respect des ambitions des pays passe nécessairement par l'implication de l'ensemble des catégories d'acteurs, que ce soit la société civile, le secteur public, mais aussi le secteur
le secteur privé, l'ensemble des catégories d'acteurs. Chaque acteur a un rôle majeur à jouer pour respecter ses ambitions. Et c'est là aussi qu'on devrait attendre la contribution des ONG. C'est vrai que les ONG n'ont pas cette possibilité de développer des projets à grande échelle. C'est des projets à petite échelle en termes d'innovation et avec le dialogue politique avec l'État, voir comment on pourrait faire le changement d'échelle. Et Énergie 2050 comme ENDA, comme EcoDev s'inscrivent justement dans cette dynamique. Pour en revenir au projet qui nous réunit, ça part de l'initiative qu'on a lancée il y a 4 ans, qu'on appelle sécurité énergétique pour la sécurité alimentaire. Parce que dans les politiques publiques aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, la sécurité alimentaire constitue un défi majeur au niveau de l'Afrique. Pour faire des transformations structurelles du point de vue économique, du point de vue environnemental, etc., on a besoin d'avoir quand même de l'énergie, c'est-à-dire de la force. On a besoin d'être bien nourri pour se lancer dans ces types de trajectoires. Et nous, on avait lancé l'idée en se disant, on ne peut pas assurer la sécurité alimentaire si on ne maîtrise pas les questions énergétiques. Donc c'était une manière de montrer qu'aujourd'hui, il faut passer à l'articulation sectorielle. Et la remarque est là. Même dans la mise en œuvre des ODD, on a du mal à voir on a du mal à articuler les différents secteurs. Et donc nous avions pris l'énergie pour montrer qu'il y a des possibilités, compte tenu de la dimension transversale de l'énergie, qu'il y a possibilité justement de faire de cette articulation entre énergie et les autres secteurs en prenant le secteur agricole. Et le motif du choix de ce secteur, c'est que c'est un secteur où il y a énormément de déclinaisons, où il y a énormément de niches de création de richesses. En partant d'un travail que nous avions fait en Afrique de l'Ouest, on s'était rendu compte qu'en définitive, dans chaque territoire, il y a une chaîne de valeur qui est à mesure de booster l'économie locale. Malheureusement, par absence de services énergétiques, ces chaînes de valeur ne sont pas justement valorisées à l'optimum. Et en partant d'un premier travail de recherche dans différents pays, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Mali, on avait sélectionné une chaîne de valeur, c'est-à-dire la chaîne de valeur lait, pour dire que essayons de voir comment on pourrait renforcer la résilience des agropasteurs avec un meilleur accès aux services énergétiques. Et là, cette initiative a été lancée avec l'appui de l'Union européenne et nous avons essayé de voir du point de vue des innovations quel type d'approche d'accompagnement on pourrait mettre en œuvre pour apporter de l'innovation. Quelle synergie d'acteurs en termes de partenariat, à quel niveau on peut innover dans ce domaine-là. L'autre aspect, c'est quel type de mécanisme de financement on peut mettre en place pour justement faciliter l'accès de des agropasteurs aux services énergétiques pour faire la conservation, etc. Mais également, comment garantir à ces producteurs de lait un marché durable. Voilà un ensemble de questions qu'on s'était posées pour nous permettre justement de lancer cette initiative. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon collègue Abdou Ndour qui va entrer dans le détail du progrès lait pour donner vraiment les éléments de base pour pouvoir lancer justement la discussion du panel. Abdou. Non, mais tu as dit tout ce que je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup, Sékou. Chers panélistes, chers invités, donc je m'en vais vous donner quelques éléments sur des réalisations du progrès lait, aujourd'hui qui est
un programme de développement, de promotion de l'accès aux services énergétiques et qui est mis en place, comme Sekou l'a dit tantôt, dans le cadre d'une initiative qui s'appelle la sécurité énergétique pour la sécurité alimentaire, et que ce programme est développé au Sénégal et en Mauritanie. Et au Sénégal, précisément, dans la zone nord, dans le Ferlo, les régions de Saint-Louis et de Louga, mais aussi dans la région de Kolda au sud. Et en Mauritanie aussi, c'est au sud de la Mauritanie, sur la vallée du fleuve Sénégal, mais aussi dans le sud-est de la Mauritanie. Et la base donc de ce programme, c'est parti d'un constat, en tout cas ici qui est présent, c'est que là où on a un potentiel de production de lait en général dans nos pays, il y a un déficit énergétique énorme. Donc le lait ne peut pas être conservé ou valorisé, ce qui fait qu'on subit des pertes énormes sur ce produit. Et dans les zones où on le transforme également, où il y a l'accès à l'énergie, en général dans les zones urbaines, il n'y a pas de lait, donc la transformation est minime et les gens sont obligés de se rabattre sur d'autres types de produits importés et ça ne favorise pas les produits locaux, le lait local. Et deuxièmement, si on regarde les consommations annuelles en termes de lait au Sénégal, on est arrivé à des montants assez exorbitants, plus de 60 milliards de francs CFA par an en termes d'importation de lait, et au moment où la capacité de production aussi dépasse largement les importations. Donc il y a un paradoxe énorme sur ces deux côtés. Alors c'est ainsi qu'on a mis en place un programme qui vise à promouvoir l'accès aux services énergétiques modernes pour les populations, mais aussi de renforcer le développement de l'entrepreneuriat en milieu local pour les populations, notamment les femmes, parce que le lait, à la base, c'est un produit féminin dans nos sociétés, plus précisément dans les villages. Également, de mettre en place des modèles de gestion et d'exploitation organisationnelle également des communautés à la base pour que ceci soit assez pérenne, et de stimuler aussi le développement d'un marché autonome pour le lait local. Et pour mettre en œuvre tout cela sur le plan fonctionnel et opérationnel, on a jugé nécessaire de mettre en place des mini-plateformes compte tenu de la configuration spéciale des populations, les petits villages qui sont un peu éparpillés, de mettre en place des mini-plateformes sur des distances allant de 10 à 30 km, des mini-plateformes pour polariser l'ensemble des petits villages et hameaux et collecter le lait sur une durée d'au moins de 24 à 48 heures selon des capacités allant de 200 à 400 litres. Et dans chaque zone, si on met en place 5 mini-plateformes, on peut aussi se prévaloir d'une grande plateforme qui pourrait polariser l'ensemble des mini-plateformes, et cette grande plateforme aura une capacité de 1000 à 3000 litres en fonction des zones. Et l'ensemble de ces plateformes étant dotées d'équipements solaires pourront être fonctionner de manière autonome et pourront aussi permettre de conserver le maximum de lait. Mais le programme ne va pas s'arrêter uniquement au lait, parce que ça serait un paradoxe. Exerçant dans des localités où il n'y a pas d'énergie, pour la plupart, il faudrait aussi qu'on puisse profiter de cela pour desservir les populations et régler leurs autres besoins en termes énergétiques. Donc là où on va mettre la grande plateforme, on va mettre en place également un mini-réseau en moins de 3000 mètres, 3 km, qui pourrait aussi permettre de connecter les ménages et de les électrifier en même temps, et développer aussi d'autres services productifs. Et dans les villages où il y a les mini-plateformes, on va promouvoir les systèmes solaires individuels aux besoins pour pouvoir aussi équiper les éleveurs et les autres producteurs. Et en moyenne, donc, le projet vise à toucher plus de 40 000 bénéficiaires avec 60 km de réseau et avec une puissance aussi de 368 kW solaires à installer. Et dans les deux pays, c'est 20 grandes plateformes et 100 mini-plateformes donc, qui sont principalement visées. Et jusqu'ici, en termes de réalisation, on a essayé donc de mettre en place sur le plan de l'ingénierie sociale, développer certaines activités de plaidoyer, de sensibilisation pour mobiliser les acteurs clés et cibles. Et bon, on a pu réaliser des diagnostics
en fait, à la base pour voir les systèmes organisationnels qui sont aujourd'hui utilisés ou les plus opérationnels sur le terrain par les acteurs, notamment les éleveurs. On a mené aussi des enquêtes et tout ceci nous a facilité à faire un choix final des zones où on doit implanter donc les plateformes, de choisir aussi les zones où il y a plus de potentiel et là où c'est encore plus accessible. Et par la suite, on a mis en place ce qu'on appelle des coopératives d'éleveurs pour renforcer les dynamiques organisation sur place et préparer aussi l'exploitation des plateformes et l'organisation des acteurs cibles. Et ces gens aussi, par ricochet, ont répondu favorablement et même en collaboration avec les collectivités locales, on a eu à acquérir des sites en termes de contribution, des sites pour l'implantation des plateformes, en moins de 2500 m² par site. Et on a pu réaliser aussi des formations pour identifier des formateurs qu'il faut former pour pouvoir aussi assurer la continuité, d'encadrer dans les zones pilotes plus de 150 éleveurs, mais aussi former des collecteurs qui ont déjà commencé. En termes de production laitière, aussi en dynamique organisationnelle, il y a des outils et des guides aussi qui ont été produits et aussi par la suite traduits en langue locale pour une meilleure appropriation. Et c'est principalement l'arabe pour la Mauritanie et aussi en pulaar pour le cas du Sénégal. Dans ce travail d'ingénieur social, on a profité aussi pour faire la cartographie des zones d'intervention, parce que comme c'est en termes de mini-plateformes, de grandes plateformes, il faudrait voir les villages et les petits villages qui sont ciblés et polarisés par les grandes plateformes. Ça, c'est l'exemple au niveau de Kolda. Et en termes d'infrastructure énergétique, aujourd'hui, après le lancement d'une phase pilote pour pouvoir mettre en œuvre donc, tous les outils qui ont été préparés. Pour le cas de la Mauritanie, on a mis en place une plateforme à Timbedra d'une capacité de 1000 litres déjà opérationnelle avec 15 kW crête déjà installée. Tout est sur place. Bon, ça, c'est la mise en place d'une seconde plateforme aussi en Mauritanie, toujours à Awetna Zibel. Au Sénégal, on a expérimenté aussi dans la zone nord une mini-plateforme de 200 litres au niveau de la zone de Saint-Louis à Podor avec une capacité de 200 litres et une grande plateforme aussi d'une capacité de 1000 litres jour au niveau de Saint-Louis avec aussi de 12 kW crête et avec 1900 km de réseau aussi déjà installé et mis en œuvre. Il reste la réception. À Kolda, dans la zone sud aussi, on a mis en place une grande plateforme au niveau de Djambandouta dans la région de Kolda avec aujourd'hui 20 kW crête, donc 12 pour le mini-réseau et 8 kW pour la plateforme, parce que la plateforme est autonome et l'ensemble des équipements aussi de conservation du lait sont mis en place. Et ceci aussi avec la mise en place d'un réseau, comme on l'a dit tantôt, pour connecter les ménages et tous les foyers. Et ceci a suscité une grande implication des populations qui sont fortement impliquées et qui se sont même données pour certaines actions ou certaines activités. C'est les populations elles-mêmes donc qui se sont engagées à le faire, notamment le réseau, parce que les gens sont impatients de voir l'électricité dans leur zone. Et à Kolda, où on a démarré quand même les activités de collecte de lait et de travail, les tests, tous les équipements sont installés. On a fait aussi les premiers tests de lait avec les équipements de refroidissement. On a même eu à expérimenter donc la production de fromage aujourd'hui dans la plateforme de Kolda et les tests ont très bien donné, vous avez vu. Et au moment de la mise en place aussi, des techniciens ont été recrutés parce que pour nous, ce n'est pas les éleveurs qui doivent exploiter ces plateformes. Il faudrait prendre des jeunes et des femmes assez dynamiques, bien les former, assez outillés pour aussi stimuler une création d'emplois, entre autres. Et ça doit se faire en amont pour que ces gens puissent assister du début jusqu'à la fin, au démarrage, à la mise en place des installations, mais aussi les tests et tout. Et aujourd'hui, on a donc recruté dans cette plateforme 2 techniciens, un en électricité, un autre technicien aussi en qualité de lait, pour que ces gens puissent démarrer les tests, aussi démarrer les activités en même temps, et les tests quand même ont extrêmement bien donné.
Mais avant d'arriver à la plateforme, il y a aussi un travail en amont qu'il va falloir développer, c'est aussi la collecte. Parce que nous le savons, tel que nos villages sont configurés et ils sont assez éparpillés, donc il faudrait, et l'accessibilité souvent pose problème, il faudrait quand même voir le moyen de collecte de lait le plus approprié. Et dans cette zone, c'est uniquement les motos. Avec les motos, on peut aller chercher jusqu'à des dizaines ou des trentaines de kilomètres le lait de la manière la plus rapide. Et on a aujourd'hui 6 collecteurs qui sont opérationnels, 5 collecteurs qui sont opérationnels dans les villages. Et chaque matin, ils font le tour pour aller collecter avec des moteurs. Chaque moto peut aller jusqu'à 120 litres, 150 litres par jour pour aller venir. Et ça aussi, on a l'appui du ministère de l'élevage du Sénégal qui nous a doté aussi d'équipements et d'outils de collecte. Et cette campagne, on l'a démarrée en janvier passé pour voir aussi le flux et la dynamique de collecte, comment mobiliser ces gens. Et aujourd'hui, on a pu mobiliser de janvier jusqu'en fin septembre 85 000 litres, presque de litres qui ont été collectés. Et qu'on redonnait aussi à 3 laiteries pour faire la transformation en yaourt, en fromage et en produits laitiers. Et ceci donc a permis de travailler aussi avec 104 éleveurs qui sont intéressés donc à adhérer dans cette zone. Et je rappelle que c'est dans une seule zone qu'on a commencé, mais on n'a pas pu toucher aussi toute la zone parce qu'on n'avait pas la capacité au démarrage de faire ça. Voilà, donc le projet donc vise à moderniser ces anciens outils de collecte qui se faisaient avec des motos, avec des bidons assez classiques qui ne sont pas en réalité des équipements destinés au lait. Donc nous pensons qu'en modernisant, il faudrait aussi que les outils de collecte, les équipements de collecte et d'exploitation de lait soient mieux adaptés. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais ça vaut la peine parce qu'il y a des équipements spécifiques qui sont dédiés au lait. Et ceci nous a permis de démarrer aujourd'hui une campagne de collecte de lait pour la production de fromage avec donc un des champions qu'on a choisi à Kolda qui est la laiterie Le Fermier qui fait du fromage et pendant l'hivernage où on a en tout cas une forte production de lait, on a démarré donc cette campagne de production de fromage en lui donnant un fonds de collecte assez conséquent. Et sur le plan communication, j'espère que aussi le Progrès participe à pas mal d'événements, des forats ou en tout cas des rencontres sur le plan national et international. On a des bulletins qu'on publie, qu'on appelle les ZIRIC, on est aussi sur les réseaux sociaux, on a le site web qui change maintenant, ce n'est plus progrelais.com mais progrelais.org parce qu'on a eu des difficultés avec l'hébergement et donc ça c'est autant d'outils. On a eu le plaisir aussi de participer à l'inauguration de l'usine de Nema avec le président mauritanien au niveau de la Mauritanie. Et la plateforme aussi dispose aussi d'un logiciel de suivi et évaluation pour mesurer aussi l'ensemble des impacts de ce projet ou pendant, après et plus tard même du projet. On a eu aussi à accueillir donc le chef de la délégation de l'Union européenne au niveau de la grande plateforme de Kolda qui était venu en visite dans la zone et bon, une mission de monitoring aussi, de suivi et évaluation. Donc en termes de leçons apprises, donc, on sait que jusqu'ici, en termes de leçons, on peut retenir qu'il y a quand même un manque criard de données dans nos zones sur tout ce qui concerne le lait ou en tout cas des éléments laitiers. Ça aussi, c'est une difficulté. Le coût élevé des équipements, adaptés ou dédiés spécifiques au lait, ça aussi, c'est une réalité. La disparité entre les zones d'intervention, il y a des zones qui sont plus ou moins accessibles, d'autres zones, et pendant les périodes aussi, que ce soit l'hivernage en particulier, où l'accès quand même, ou la collecte de lait pose un réel problème. Et un fort besoin aussi en termes, pour les éleveurs, pour assurer une grande production de lait. Il faut assurer l'alimentation du bétail, et il faut aussi assurer la santé animale. Le financement aussi, c'est un besoin extrêmement important. Je prends juste l'exemple du fromage. Pour faire du fromage, il faut garder le lait pendant au minimum 2 mois, ça c'est le minimum.
Donc, il faut du stockage du lait pendant 2 mois. Et 1 kg de fromage, il faut 10 litres de lait pour faire 1 kg de fromage. Donc, vous imaginez si vous voulez faire, donc, disons, 1 tonne de fromage ou 5-10 tonnes de fromage, il faut quand même un fonds assez conséquent. Et cela aussi, c'est une nécessité, le financement comme dans tous les autres domaines. Voilà. La promotion des femmes. En termes de perspective, donc, le projet vise à mettre en place une base de données pour ce qui est le lait et les produits laitiers ou même le cheptel, parce que ça aussi c'est important pour la planification, pour pouvoir aussi faire donc, de très bonnes prévisions. Le développement de l'entrepreneuriat social aussi en énergie est extrêmement important parce que pour nous, donc, il ne faut pas faire uniquement du business pour du business, mais il faudrait que ça soit du business gagnant-gagnant et au profit aussi des populations locales. Et dans ces populations, on a une frange de personnes extrêmement importante, disons des champions qui sont dans ces zones qu'on doit pouvoir renforcer et accompagner pour pouvoir vraiment susciter davantage le développement, en plus maintenant des stratégies de pérennisation de toutes les actions qui sont faites et le renforcement donc du résultat. Donc voilà en quelques actions, en quelques éléments, donc quelques données que je voulais partager avec vous et je vous remercie. Nyarama. Merci. Merci Abdou pour cette brillante communication qui nous a permis de voir les 3 grandes composantes du programme. La composante infrastructure énergétique pour s'inscrire dans le domaine de l'électrification rurale, mais orientée usage productif de l'électricité. La seconde composante, c'est une composante socio-économique pour justement faire éclore l'entrepreneuriat social dans la chaîne de valeur lait. Et la troisième composante, c'est une composante organisationnelle pour davantage professionnaliser les éleveurs, mais leur permettre aussi de garantir un marché en les accompagnant dans la signature des protocoles d'accord avec les industriels de transformation. Donc voilà, merci pour vraiment cette brillante communication. Je vais passer la parole à notre ami Peter, en tant que responsable d'une structure qui accompagne le développement de l'entrepreneuriat dans le domaine de l'énergie durable, de nous faire part de sa perception de ce programme, mais aussi de certaines expériences que vous avez pu accompagner au niveau de l'Afrique dans la problématique du lait. Peter. Merci Sekou. Et en avance, je veux m'excuser pour mon français, mais mon ami Sekou m'a convaincu aujourd'hui de présenter un petit peu les expériences de mon organisation, c'est-à-dire PFAN, Private Financing Advisory Network. C'est un réseau qui s'occupe du financement de projets des énergies durables dans l'Afrique, de l'Asie et aussi dans les Amériques du Sud. Nous faisons 3 choses à PFAN, c'est-à-dire premièrement l'origination du projet, trouver les projets durables, trouver les projets viables pour le financement privé. Et c'est pas aussi banal que ce s'entend, parce que l'argent est là, nous savons tous, l'argent est là, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public. Mais ce qui nous manque, c'est les projets qui sont viables pour le financement. Et c'est-à-dire que c'est absolument impératif de développer les projets, comme nous avons déjà entendu, les projets viables, bien structurés, bien préparés pour le financement. Et une méthode pour faire cela est de concentrer sur les chaînes productives, les chaînes de production. Dans ce cas-là, le lait.
Deuxième aspect de PIVAN, c'est la préparation du projet, la structuration du projet, préparation pour le financement. Troisième élément, c'est la facilitation d'investissement, c'est-à-dire introduire les investisseurs, soit des investisseurs privés, soit des investisseurs publics. Nous avons une expérience qui goes back, couvre 10 ans. Nous avons déjà soulevé un financement total de 1,2 milliard de dollars pour presque 100 projets. Et nous avons, dans ce temps-là, développé un portefeuille de projets qui compte dans notre temps 450 projets avec un montant d'investissement de presque 9 milliards de dollars. Et nous sommes en train de préparer ces projets pour le financement. Nous sommes actifs au travers de l'Afrique, dans l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et aussi en Afrique australe. Et comme j'ai dit, nous sommes aussi actifs en Asie et dans les Amériques aussi. Nous avons fait quelques expériences dans le secteur de lait, dans l'Afrique de l'Est. Nous avons supporté un projet de refroidissement au travers de la solaire avec un système modulaire. Et nous avons soulevé un montant de 1 million de dollars pour l'élargissement de ce projet. Le projet s'occupe de le refroidissement de la production, le stockage et le transport. Et comme j'ai dit, nous avons soulevé un montant pour l'investissement de 1 million de dollars. Les leçons que nous avons apprises de ce projet, qui sont peut-être transportables pour le projet dans la Mauritanie et le Sénégal, c'est qu'il est tout à fait impératif d'avoir un champion qui mène et qui conduit le projet. Première chose. Deuxième, c'est qu'il faut que le secteur public s'occupe de l'amélioration des risques pour faire entrer les acteurs privés dans le secteur. Troisième point, très important, est la structuration de business model, de la préparation de business model. Un business model qui s'occupe de toutes les choses, des inputs, du stockage, des transports, et très important l'aspect de le marketing pour générer le cash flow qui enfin génère le financement. Avec ces expériences, nous sommes en train d'élaborer un accord avec ENDA pour développer un financement, de préparer un financement pour l'élargissement de ce projet Progrès Lait en Mauritanie et Sénégal pour élargir l'impact de ce projet. C'est cool, c'est tout. Merci. Merci Peter pour cette excellente contribution, notamment les services d'accompagnement que vous mettez à la disposition des entrepreneurs et l'exigence pour vous, à partir des leçons apprises, d'avoir un porteur du projet que vous appelez le champion. Et je crois que ça, c'est des expériences qui pourraient être
répliquer. Et on se félicite également de votre disponibilité à accompagner une phase d'extension de ce genre de programme, comme aussi d'explorer d'autres niches d'investissement en Afrique de l'Ouest. On reviendra certainement, ou bien les gens reviendront sur des questions pour avoir certains éclaircissements. Sans plus tarder, peut-être qu'avant de passer la parole à notre ami de Énergie 2050, présenter Ousmane Fall Sarr, qui est représentant de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale du Sénégal et qui est aussi partenaire de ce programme au niveau en tant qu'organisme sénégalais. L'équivalent au niveau de la Mauritanie aussi est partenaire de ce programme. Donc voilà une première intervention qui portait sur l'entrepreneuriat, l'accompagnement du développement d'entreprises dans le domaine de l'énergie durable avec ce type de fonds. Là, sans plus tarder, je vais demander à Énergie 2050 de revenir sur la pertinence des genres de modèles de partenariat présentés par Abdou et voir aussi à partir de ces genres de partenariat, mais aussi à partir des orientations prises par le projet, de voir quelle pourrait être l'articulation avec justement les facilités de financement climatique. Merci beaucoup. Allô? Merci. C'est bon? Merci Sékou. Bon, félicitations pour le français parce que du coup c'était excellent. Voilà, c'est le premier mot. Alors avant d'arriver vraiment à la réponse formelle et concrète des deux questions que tu viens de poser, j'aimerais revenir sur ce que tu as dit en introduction sur le fait qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire avec les CDN. C'est-à-dire que même si on met en œuvre les engagements, ce qui est déjà discutable, on n'est pas sur une trajectoire de 3 degrés. Maintenant, on parle d'atténuation. On a un peu de mal, nous, à parler d'atténuation en Afrique. On a participé à 7 CPDN, notamment chez toi au Sénégal. Évidemment que ce qu'on a essayé de mettre en avant, c'est ce côté adaptation et développement avec ces co-bénéfices dont tu as parlé pour l'atténuation. Et l'énergie, évidemment, c'est un secteur clé. Mais c'est vraiment sur ça qu'il faut insister, c'est que l'énergie aujourd'hui et la thématique climatique et de manière plus globale les CDN, ça doit être vu comme une opportunité de développement en Afrique, de développement bas carbone. Je fais volontairement un détour parce qu'on a fait une étude dans le cadre de cette COP 23 avec la coopération suisse et avec l'organisation Les Amis de la réforme aux subventions aux énergies fossiles en Afrique francophone. On a fait une étude sur l'état des subventions aux énergies fossiles dans 5 pays d'Afrique francophone, dont le Sénégal et la Mauritanie, et voir dans quelle mesure une réforme de ces subventions pourrait aider à la mise en œuvre des CDN. Et on s'est aperçu que, alors là, peut-être on pourra avoir un retour d'expérience plus concret. D'ailleurs, on aimerait bien vous interviewer sur ce sujet après, mais on reviendra après dessus. Que les énergies fossiles, qui sont souvent importées de l'extérieur, souvent à un coût très cher, et pour alimenter des réseaux qui sont en très mauvais état, sont subventionnées dans des pays. Subventionnées à la consommation, voire subventionnées à la production dans certains pays. Donc vous avez des organisations qui fonctionnent à perte, qui accaparent des ressources de l'État. Et pourquoi ? Pour aider les gros consommateurs. La plupart de la consommation électrique dans les pays d'Afrique francophone, c'est quand même des gros consommateurs qui les consomment. Et finalement, l'accès à l'électricité, qui est quand même la base de ces subventions, c'est pour favoriser la consommation électrique. Ça a très peu d'impact, ces subventions, sur l'accès à l'électricité. Donc on parle souvent de ressources, d'accès aux ressources, aux financements internationaux, mais on oublie souvent qu'il y a des opportunités d'action locales qui n'ont pas besoin de... Finalement, alors évidemment, ça doit être bien fait. Je vais reprendre un exemple très concret. J'ai vécu à Bangui pendant 2 ans et on avait une mission du FMI qui était venue dans le pays en disant qu'il faut réformer les subventions à la consommation de pétrole. Sachant qu'une semaine avant, on avait déjà une révolution parce que c'était à l'époque où il y avait une flambée des prix des produits alimentaires et que si vous enlevez ça, même si on sait que ça ne bénéficie pas trop aux plus démunis, vous avez une deuxième révolution derrière. Donc évidemment, ça demande une politique qui est intelligente. Mais il y a une opportunité d'action. Et ces opportunités d'action, elles ne dépendent pas de l'extérieur. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Et c'est pour vous dire que le secteur énergétique, avant même de parler de mise en œuvre concrète, et je reparlais un peu de Progresslay parce que de notre implication, c'est une opportunité, les CDN, c'est une opportunité de développement résilient bas carbone en Afrique. Évidemment, quand on parle d'atteindre l'ambition de l'accord de Paris et d'atteindre l'ambition des 2 degrés, on ne demande pas à l'Afrique de restreindre son développement comme je l'entends souvent. C'est plutôt de repenser un nouveau modèle de développement et d'avoir une véritable finalement révolution de pensée que nous on prône
On a participé au 7 CPDN et je parlerai peut-être tout à l'heure des activités qu'on mène avec CGLU Afrique pour la territorialisation des CDN. C'est vraiment cette approche de modèle de développement bas carbone. On pense que nous, les CDN, les politiques climat, et quand je vois la mobilisation de la communauté d'Afrique pendant cette COP et notamment dans ces espaces-là, je me dis que c'est quelque chose qui est bien intégré maintenant et il y a énormément d'opportunités qui doivent être mises en œuvre. Donc ça, c'était le petit détour que je voulais prendre. Maintenant, sur ce dont tu parlais, sur ces partenariats, donc Progresslay, c'est quand même un partenariat qui est assez innovant. On a un petit rôle dedans, hein, mais pour nous, ça nous intéressait même avec ce petit rôle de s'intégrer dans cette dynamique parce qu'on pense qu'il faut aujourd'hui avoir une approche coordonnée. Tu parlais de décloisonner un peu les secteurs, de décloisonner un peu les savoirs. Quand on parle d'énergie et climat, que les gens ils arrêtent de penser, on parle minimiser les émissions de gaz à effet de serre. On parle de ça en Europe, en Europe, aux États-Unis, parce que c'est nous les principaux émetteurs. Mais parler de ça en Afrique, c'est un non-sens. Surtout au vu des pressions auxquelles font face les pays. On parle là de développement rural, mais on sait aussi les pressions qui sont exercées sur les villes en Afrique. Et ces pressions-là, si vous ne gérez pas bien la question énergétique, elles se transformeront en verrou, si vous voulez, du développement dans le futur. Donc c'est vraiment re-questionner. Et pour ça, alors je vais prendre un exemple. On a fait un rapport sur la territorialisation des CDN. Pourquoi on fait un rapport sur ça avec CGLUA? C'est qu'on pense que les territoires sont plus proches de la réalité des territoires et c'est à eux qui sont à même non seulement de connaître les spécificités des territoires, ce qui est important pour l'adaptation. Tu me dis après si je suis trop long, hein, comme ça j'accélère, pour l'adaptation. Et en plus, c'est un vecteur où quand on regarde les actions au niveau local, c'est ces actions-là qu'il faut assurer le foisonnement et ça reviendra sur notre rôle dans Progresslay, c'est que ces actions-là, il faut qu'on puisse les démultiplier. L'action en Afrique, elle ne manque pas. Moi, on est ici, on est sans cesse sollicité avec des actions qui sont toutes plus belles que les autres. Bon, on n'a que 4 mains, moi j'en ai que 2. Mais voilà, on n'est pas assez pour travailler sur chacune de ces actions, mais chacune de ces actions est pertinente, chacune de ces actions mérite d'être validée. Et ces actions-là, elles ont besoin d'être intégrées dans une perspective plus large de mise en œuvre des CDN. Donc c'est vraiment une approche qui est autant descendante, donc s'intégrer dans une démarche nationale, qu'ascendante, faire remonter les actions, les inscrire dans la politique nationale. On parlait tout à l'heure de la transparence pour le financement. Évidemment que sans transparence des actions, on ne peut pas avoir accès à du financement, quel qu'il soit. On ne parle même pas de fonds verts pour le climat, on peut parler de n'importe quel fonds. Quel investisseur, quel fonds va donner de l'argent à quelqu'un s'il n'a pas l'assurance, ou du moins quel fonds transparent, on va dire, s'il n'a pas l'assurance que derrière, ça va avoir une additionnalité et sur le développement du pays et sur l'adaptation et avec tous les bénéfices en termes d'atténuation qu'on peut avoir avec les énergies renouvelables. Vous voyez un peu l'approche, la perspective. Et nous, notre implication à Progresslay, alors je parlais de ce rapport et justement on a mis en avant plusieurs facteurs qui doivent permettre l'intégration de l'ensemble des acteurs dans la politique, dans la mise en œuvre de la politique climatique et le rehaussement d'ambition. Encore une fois, par rehaussement d'ambition, dans les pays, dans les localités africaines, on parle de rehaussement de l'ambition d'un développement bas carbone. Parce qu'on pense que, et ça l'exemple des énergies fossiles, c'est sur ça que je voulais parler, on pense que si les pays continuent à suivre le même modèle de développement qui a été utilisé par d'autres pays du Nord, mais qui n'est pas finalement qui n'est pas adapté, il a montré très largement ses limites, et chez nous et dans d'autres pays, on va vers des verrous qui une fois qu'ils sont là, sont très difficiles à démêler, si vous voulez. C'est comme si vous fermiez le verrou, vous jetez la clé, pour réouvrir après le cadenas, il faut un peu de travail. Et ça coûte cher, ça prend du temps, et aujourd'hui, le temps, on l'a pas. Je pense qu'on a une fenêtre d'opportunité qui est de peut-être 5-10 ans, peut-être pas pour les 2 degrés, mais en tout cas pour maintenir le niveau de réchauffement et l'adaptation du pays, mais cette opportunité doit être prise par l'ensemble des acteurs. D'où le partenariat qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Progresslay, vous avez un partenariat, alors nous on a un petit rôle, mais on est une ONG internationale, vous êtes une ONG locale, il y a les gouvernements, il y a des institutions privées qui appuient le développement, et ça c'est la clé du développement. Dans le rapport, on mettait bien en avant ça, c'est que aujourd'hui, pour une mise en œuvre effective des politiques climat au niveau territorial, il faut l'implication de l'ensemble des acteurs et il faut que l'ensemble de ces acteurs aillent dans le même sens. Une ONG toute seule ne va pas changer les choses. Une autorité locale ne va pas changer les choses. Un gouvernement seul, s'il ne s'appuie pas sur les structures locales, il ne va pas pouvoir changer les choses. Et le programme ENDA, donc Progresslay, même si vous en avez d'autres, mais voilà, Progresslay, il a une valeur. On parlait de notre rôle. Nous, on veut travailler aussi sur la valorisation carbone, le MRV de ce projet-là,
parce que Progresslay, au-delà de l'accès à l'énergie, au-delà des activités économiques, au-delà du bienfait social, il a un facteur de réduction, d'atténuation, on va dire, des émissions. Ça ne veut pas dire qu'on réduit les émissions du Sénégal, parce qu'on développe de l'activité économique, il y a forcément des émissions. Ça veut dire que pour faire la même chose, en étendant les réseaux, en important des énergies fossiles coûteuses, bah vous avez un coût économique, vous avez un coût social important parce que c'est des pollutions, et vous avez un coût en termes de carbone que vous évitez grâce à ça. Et nous, c'est sur ces méthodologies-là qu'on veut travailler parce qu'elles nous semblent intéressantes. Donc il y a vraiment ce double aspect. L'articulation, et ça peut-être qu'il faudrait que tu reviennes dessus, l'articulation des projets tels que celui-ci avec les politiques nationales, comment les inscrire dans les politiques nationales, comment elles sont répertoriées, donc il faut un langage commun, il faut du MRV, il faut de la transparence, et comment ce projet-là a des partenariats. Les partenariats, si vous regardez un peu, alors là vous voyez les différents partenaires, c'est quand même archi intéressant. Et c'est ça que nous on essaye aussi de mettre en œuvre au-delà de Progresslay, sur notre partenariat avec CGLU, sur d'autres partenariats. C'est vraiment sur ça qu'on doit travailler, et je pense que c'est là, grâce à ces actions concrètes, mais aussi ces actions de fond, de méthodologie, de renforcement de capacité. On parlait tout à l'heure de projets, avant de pouvoir financer, il faut quand même un projet qui soit finançable. C'est tout ce travail-là qui doit être entrepris en s'appuyant sur ces actions concrètes de Progresslay. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, je suis désolé si j'ai été, mais c'était important de souligner tous ces aspects-là. Non, mais c'était formidable. En tout cas, merci pour cette brillante intervention qui nous a permis justement de revenir sur la recherche des modèles de développement pour s'inscrire justement dans une stratégie, une trajectoire de développement sobre en carbone et en partant d'un certain nombre d'exemples. Je crois que vous l'avez aussi si bien dit, vous parlez de CDN comme opportunité de développement, mais il faut considérer même le climat de manière globale comme opportunité de développement. Il y a quelques 5 ans déjà, on avait lancé ce genre de réflexion pour montrer qu'aujourd'hui, d'habitude, on aborde la problématique du climat sur l'angle de ses effets pervers. Et on avait dit, il faut qu'on essaye d'analyser les changements climatiques sous l'angle d'opportunité pour les pays en développement. Et je crois que Ousmane, ça, en tant que président du COMNAC qui a eu à accompagner justement l'élaboration des CDN, mais en tant que aussi directeur de la planification au niveau de l'agence d'électrification rurale, tu pourras peut-être intervenir sur cet aspect partenariat, mais sur les modèles qu'on est en train de mettre en œuvre avec le Progresslay et peut-être voir comment titiller aussi les questions de finance carbone. Merci Sékou. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager un panel avec toi, surtout si ça traite d'une question où l'ASER est partenaire de mise en œuvre. Parce qu'à travers le Progresslay, ce projet nous permet de mettre en pratique un concept que nous avons développé ex ante au niveau de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale quand on élaborait la stratégie d'intervention en matière d'électrification rurale. Parce qu'auparavant, on s'était rendu compte que l'électrification rurale, dans la plupart des pays, se limitait uniquement à l'éclairage et les activités génératrices de revenus. L'impact sur la réduction de la pauvreté n'était pas aussi significatif. Et nous, dans la conception du programme, on a mis en place un concept que nous appelons le concept de projet énergétique multisectoriel. C'est quoi un projet énergétique multisectoriel? C'est un projet qui vise la réduction de la pauvreté en maximisant les impacts positifs de l'électrification rurale à travers l'électrification des infrastructures sociales ou bien la promotion des usages productifs. Et dans le cas de figure du Progresslay, c'est une activité qui rentre en étroite
lignée par rapport aux initiatives PREM, parce que ça prend en charge la chaîne de valeur lait au niveau de certaines zones du Sénégal. Et en même temps, ça permet aussi de garantir des revenus pour les populations. Et sur un autre plan aussi, l'ASER a développé un plan d'action pour l'intégration du genre dans son programme d'électrification rurale. Et la cible au niveau de ce projet Progrès Lait, qui se trouve être les femmes, et constitue quand même une priorité par rapport à ce plan d'action genre où l'ASER envisage de développer l'entrepreneuriat féminin en milieu rural. Pour vous dire qu'au niveau du projet Progrès Lait, l'ASER est en train quand même de mettre en pratique un concept qui est un concept assez important au niveau de notre stratégie d'électrification rurale. Maintenant, si je prends la casquette de président du Comité national changement climatique, on a essayé, autant que faire se peut, dans le cadre même de ce programme d'électrification rurale et dans le cadre même de notre contribution déterminée au niveau national, de voir les opportunités en matière de financement carbone qu'on pourrait tirer en termes de développement de projets d'électrification rurale par voie d'énergie renouvelable ou bien les mesures d'efficacité énergétique que nous sommes en train de mettre en œuvre dans le cadre de ce programme. Et ce qui nous a permis, au niveau de l'ASER, de développer un programme d'activité MDP qui nous a permis de signer un contrat d'achat de crédit carbone avec l'initiative CIDEF de la Banque mondiale pour un montant global de 8 millions de dollars qui nous permet de développer davantage ces genres d'activités au niveau du Sénégal. Pour vous dire que, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'on voit les changements climatiques comme une contrainte, qu'on ne retienne uniquement les effets pervers, mais aussi il y a des opportunités. Parce qu'à travers ce programme-là, on a pu mobiliser des ressources additionnelles qui vont nous permettre de développer davantage l'accès à l'électricité en milieu rural et par ricochet de favoriser l'émergence d'activités génératrices de revenus à travers ces genres de projets qui ont recours aux énergies renouvelables. On le fait avec le Progrès Lait. On envisage aussi de le faire avec le pompage. On envisage aussi de le faire avec la mise en place de plateformes entièrement alimentées par soit du solaire ou bien d'autres formes d'énergie renouvelable pour pouvoir permettre aux femmes, systématiquement dans les villages que nous électrifions, d'avoir des activités génératrices de revenus qui pourront leur permettre de faire face aux besoins de paiement de la facture d'électricité. Voilà en résumé ce que nous sommes en train de faire aussi bien au niveau de l'Agence sénégalaise d'électrification rurale et aussi en termes d'alignement de notre intervention par rapport à la contribution déterminée au niveau national où l'électrification rurale par voie solaire est inscrite comme étant une des activités conditionnelles que nous avons réalisées. Merci. Merci Ousmane pour cette perspective nationale. Je vais laisser la parole à l'audience. Donc la parole est à qui veut la prendre. Parce que là j'ai une réunion, j'ai presque... mais je vais quand même d'abord... excusez-moi. Je vais commencer d'abord par féliciter en fait Enda Energy pour ce projet. Et surtout la belle présentation de Abdou. Il faut dire que ce projet, moi, je le considère tout simplement comme étant révolutionnaire. Et que s'il faut véritablement passer à l'échelle, il ne faudrait pas simplement penser au niveau national, mais peut-être aller au-delà du Sénégal, et c'est possible. Je prie tout simplement pour que ce projet arrive à terme et que justement tout ce qui est attendu puisse véritablement être au rendez-vous. Mais dans la présentation d'Abdou, j'ai beaucoup aimé qu'il a expliqué un peu les étapes de la conception et comment un peu les acteurs sont impliqués. Il y a un maillon qui manque à la chaîne, qui n'est pas au rendez-vous. Et que peut-être moi, je cherchais un peu à voir, peut-être on me dira que quelque part c'est sous-entendu dans une des grappes du projet, c'est le marché.
le marché, l'aspect commercialisation. Pour nous, c'est important parce qu'Abdou, avant de parler, il a évoqué un chiffre révélateur. 60 milliards de produits importés en lait. Pour moi, je trouve que ce projet, aussi ambitieux qu'il soit vraiment ambitieux, que je le vois, important, c'est avec tous les défis. À côté des défis tels que l'accès à l'énergie, le défi de la collecte du lait, ce défi justement de commercialisation du lait, faire de sorte que ce lait, que les fromages que vous produisez, que le lait que vous essayez de valoriser soit accessible, soit sur le marché, et que ça puisse peut-être pas de manière automatique remplacer le lait en poudre que nous consommons, mais que ça puisse véritablement avoir un impact en termes de consommation par les populations locales. Pour moi, c'est important. Je serais très heureux qu'au terme de ces 4 ans, au terme du projet, quand il s'agira justement de faire le rappel des impacts, qu'on dise, OK, sur les 60 milliards qu'on a importés, on peut dire qu'avec le projet Progrès, en fait, voilà, on a pu régler un gap de, peut-être, au lieu de, ce n'est plus 60 milliards, mais peut-être juste un exemple, 50 milliards. Et je vois que ce volet commercialisation mériterait véritablement à être très bien amélioré, à être très bien travaillé et à être articulé dans le projet. Parce qu'on parle de coordination, on parle de... Je crois que c'est ça aujourd'hui, en fait, l'enjeu. C'est comment, à travers un projet, arriver à intégrer plusieurs choses à la fois. Et quand je vois ce projet, je vois que c'est un maillon qui est là, qui est en train de s'échapper peut-être, ou bien qui n'est pas très bien traité, qui mériterait d'être vraiment rappelé à l'ordre et très bien qu'on lui accorde plus d'attention. C'est important. Et je finis tout simplement pour revenir en termes de partenariat. Ce projet n'est plus le projet de Enda Energy, moi je le considère. C'est pourquoi j'ai appelé projet révolutionnaire. Nous, Action Solidaire Internationale, je ne me suis pas même présenté. Je m'appelle Mamoudou Baré du Sénégal, je suis le directeur exécutif de Action Solidaire Internationale, une jeune organisation qui travaille dans le développement durable, qui s'intéresse également à la question de l'accès à l'énergie pour tous. Nous y travaillons et nous mettons en œuvre petit à petit des projets dans ce sens. Alors, c'est juste une parenthèse que j'avais oublié de faire et de dire que ce projet devait échapper justement le truc de Enda Energy. Ça ne devient plus le projet de Enda Energy, ni bien le projet du Sénégal et de la Mauritanie, mais le projet de tous les acteurs. Et que nous, Action Solidaire, on aurait aimé, quand on va présenter le projet Progrès, qu'on puisse justement s'identifier dedans. Quand je parle s'identifier dedans, c'est justement de dire que dans ce projet, voilà un rôle que Action Solidaire a joué. Par exemple, c'est important, je crois que je connais bien le directeur, on discute beaucoup, et je vois que c'est quelqu'un qui est... je le provoque parce que je le connais très bien, et c'est un personnage comme ça, mais c'est toujours important de rappeler, c'est peut-être une proposition, de dire qu'il faut renforcer ce partenariat dans ce sens, qu'au-delà d'Enda Energy, il y a d'autres organisations, certainement qui auraient un rôle important à jouer dans ce rôle, et qui mériteraient effectivement à rejoindre justement, à jouer leur partition dans ce projet. Et je n'exclus pas effectivement l'Action Solidaire dans ce projet. Je vous remercie. Nous prenons acte. Abdou reviendra sur ça dans ses réponses. Madame Hanada. Bonjour et voilà, bonsoir, merci. Vraiment, avant de commencer, c'est mes remerciements à tous les panélistes et que je me présente aussi, je suis Hanata Traoré et j'ai travaillé à Endagraph. Et pour mettre l'accent sur ce que vous venez de dire, parce qu'à l'époque, la même Union européenne avait financé un grand programme au niveau du Sénégal pour la promotion des céréales locales. Et donc, nous avons mis en œuvre ce programme en travaillant sur les céréales locales, mais en même temps sur la filière lait. Mais le problème de fond qui se posait à nous, parce que c'était de 1995 à 2000, c'était l'accès à l'énergie. Parce que le coût de l'énergie était tellement excessif que les unités de transformation ne pouvaient pas prendre le coût. Et le coût du produit fini en pâtissait. Et finalement, quand nous avons fait le bilan à la fin, au début, on avait travaillé avec une vingtaine d'unités de transformation au niveau de céréales à Thiès, à Dakar et dans les régions sur le lait, mais à Kolda, avec le même fermier dont vous parlez. Et finalement, à la fin, il n'y avait que 5 unités qui ont pu résister et qui se trouvent à Dakar.
Voilà, et pour vous dire que vraiment le coût de l'énergie est tellement important que si le problème n'est pas réglé, on ne peut pas parler ni de sécurité alimentaire, à plus forte raison d'autres choses. Voilà, pour cela, moi je félicite vraiment beaucoup ENDA qui a pu prendre en compte cet aspect pour pouvoir développer les choses. Et donc je voudrais par là demander à un certain nombre, 2 ou 3 questions à nous, par Abdoudou. C'est en termes de durabilité. Comment vous pensez, par exemple, si vous voyez la chaîne de valeur lait, je me rends compte qu'avec l'industrialisation, les femmes sont en train d'être écartées un peu. Parce que traditionnellement, ce sont les femmes qui s'occupent de certain nombre de choses. Par exemple, la collecte, le transport, même la transformation. Mais dès qu'il y a industrialisation, on va un peu, on fait dégager un peu les femmes. Et donc, il faudra que, je ne sais pas, en termes de durabilité et de maintien des femmes dans ce secteur pour qu'elles soient de vrais acteurs économiques, pour nous expliquer un peu. Et par rapport aussi à la production d'énergie, parce que vous avez dit, il y a l'énergie pour la transformation du lait, mais également pour les autres secteurs. Et comment les communautés vont pouvoir prendre en charge le coût de ces prestations après le projet. Parce que c'est important, si dès le départ, on ne met pas en place ces procédures, à la fin du projet, pour que ça ne soit pas le nôtre, qu'à la fin du projet, et puis tout disparaît. Voilà. Et donc le dernier élément, c'est par rapport à Peter, parce que quand on entend d'investissement autour, donc ça fait fonctionner les ménages. C'est pour vous dire que moi je suis du Mali. Et le Mali, c'est le premier producteur pays d'élevage de la zone IMOA. Et donc, si ce serait possible, après l'expérience du Sénégal, bon, c'est sûr que 4 ans, ce n'est pas suffisant, vraiment pour faire d'une façon durable un projet, il faut plus, un minimum de 10 ans. Mais dans la phase de processus, si c'est possible de faire des extensions, comme il a dit le monsieur, d'extensions aussi dans d'autres pays, par exemple le Mali, où en tout cas le potentiel est là. Voilà, je vous remercie. Oui, allez-y. Monsieur Djossou du Togo, je remercie les panélistes. Alors, je réalise que le projet Progrès, c'est un projet qui est porteur de beaucoup de choses en soi. Et je me réjouis du fait que, j'oublie votre nom, vous m'excusez, a l'ambition d'élargir le projet dans la sous-région. Déjà, c'est un aspect fondamental. Parce que qui parle de climat-énergie parle de l'employabilité des jeunes. Et de la territorialisation des actions dans nos communautés. C'est très important. Mais ma question va au présentateur. Vous savez que quand on parle du climat, il y a 2 défis qui nous attendent. Le défi économique et le défi scientifique. Et comment faites-vous pour impliquer d'abord les vétérinaires sur la productivité de votre gamme de lait dans vos actions, et comment faites pour donner la qualité à vos produits? Parce qu'il ne faut pas non plus donner des produits qui ne sont pas en termes de durabilité, en termes de santé publique, soit moins de qualité pour que nos populations soient exposées à un certain nombre de maladies. C'est très important. Donc le volet santé ici m'interpelle, et je voudrais savoir comment faites-vous pour faire le lien entre votre production qui donne de l'emploi, de la protection sociale, et en même temps impliquer par exemple les acteurs de la santé surtout. Ça c'est très important. Une petite question, quand vous montrez la photo du président mauritanien, et c'est beau, c'est l'exécutif, hein,
mais je ne vois pas la présence des gouvernants locaux. Parce qu'il faut impliquer surtout, si on implique l'État, il faut aussi impliquer nos collectivités. C'est très important. La gouvernance locale est importante. Ouais, allez-y. Merci. Donc c'est le docteur Aka de la direction de l'élevage du ministère de l'élevage et des productions animales du Sénégal. Féliciter Progrès, féliciter Ndour pour l'exposé qu'il a eu à faire. Parce que vous savez, au Sénégal, 70% du lait produit vient de la zone Silvo. Et c'est dans cette zone Silvo où nous avons beaucoup de difficultés pour conserver ce lait, pour garder ce lait. Il a dit, le lait qu'on dit versé au Sénégal, c'est dans cette zone-là, et en hivernage, nous en perdons beaucoup. Et le grand problème, en fait, c'est l'énergie. Comment faire pour récupérer ce lait, le stocker et le mettre à la disposition des unités de transformation laitière. On est d'ailleurs dans un projet avec le PUDC. On est en train de tester pour voir au niveau des unités pastorales, puisque nous gérons dans le cadre justement du réchauffement climatique, la stratégie d'adaptation du secteur de l'élevage, c'est gérer l'espace et les ressources pastorales, surtout au niveau de cette zone-là. Alors, on est en train de tester au niveau de 3 unités pastorales comment mettre en place un tank de collecte au niveau du forage pour collecter le lait, créer des ressources pour les populations qui vont rester et acheminer ce lait au niveau des unités de transformation. Alors, quel type d'énergie faut-il utiliser pour que ça soit moins coûteux et bénéfique pour les populations? Donc c'est là le problème. Nous avons tenté avec l'électricité Sénélec, ça coûte trop cher. Les groupes électrogènes qu'on a mis en place, n'est-ce pas, pour ces histoires-là, c'était des problèmes. Et encore, c'était des équipements qui, quand ça tombait en panne, c'était une catastrophe. Parce que un réparateur, pour le réparer, était difficile à obtenir. Donc quelqu'un qui obtient du lait et qui le perd tout simplement parce que l'unité est tombée en panne, ça également c'est un problème. Alors c'est pourquoi nous pensons que peut-être cette initiative est la bienvenue avec les plaques solaires. Et comme il l'a dit, il y a des techniciens qui vont être formés par rapport à cela pour pouvoir répondre aussitôt chaque fois s'il y a des problèmes. Peut-être que l'expérience qu'on a eue au Sénégal et même en Mauritanie, c'est que ces plaques solaires également étaient... les gens volaient ça très souvent. Donc il faudrait peut-être trouver un système de sécurisation, n'est-ce pas, de ces plaques solaires pour éviter que les gens se les prennent. Et nous pensons quand même, avec l'expérience que vous allez dérouler, qu'on pourra le mettre à l'échelle, parce que c'est la seule solution, nous qui gérons des éleveurs et qui essayons, n'est-ce pas, de stabiliser les familles, les femmes et les enfants. Il faudrait qu'on leur donne une activité qui va leur permettre de générer de l'argent. Et cette activité, c'est la production laitière. Donc je pense que nous sommes tout preneurs et nous sommes derrière et nous suivons donc ces travaux-là. Merci. Merci. Dernier intervenant. Bonjour, moi c'est Youssouf Sané, je suis de l'ANACIM, Agence nationale de l'aviation civile et de la météo du Sénégal. Je remercie les panélistes et aussi le présentateur sur sa présentation sur ce projet aussi intéressant. J'aimerais un peu faire le lien entre ce projet qui part vraiment de l'existant. Parce que ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a un existant qui est en train d'être gaspillé et que partant de là, on veut récupérer et essayer quand même de le rendre beaucoup plus, n'est-ce pas, accessible et que les gens puissent y voir leur compte. Moi, ma question, c'est celle-ci. C'est vrai qu'avec l'existant, si on arrive à faire tout ce qu'on vient de dire et que ça roule bien, donc l'idée, ce serait bien de voir comment est-ce qu'on fait pour pérenniser. Parce qu'en certain moment, si le lait
viennent d'être bien transformés, qu'on arrive à aider les producteurs à pouvoir les transformer autrement et avec aussi une certaine capacité de transformation et de stockage. À un certain moment, on va voir qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y aura des pénuries. Et c'est là où je fais le link avec le climat. Parce qu'avec le changement climatique qu'on essaie de vivre actuellement, comment est-ce que le projet lait va essayer d'intégrer cet aspect à ce qu'on puisse aider les producteurs à s'adapter par rapport à ce qui se passe et aussi entre la production de l'élevage et les agriculteurs, quels sont les différents liens qu'ils ont, les problématiques qui vont sévir. Est-ce qu'il y a un volet qui va essayer d'entretenir ces questions? C'était ma question. Merci. Nous allons permettre à nos panélistes de répondre aux différentes questions, en commençant par Abdou, sur les questions liées au marché. Est-ce qu'il y a vraiment un lien avec le développement du marché? La question également de la durabilité de ce programme-là, des actions qui vont être initiées à travers ce programme-là, qu'est-ce qui garantit la durabilité, mais qu'est-ce qui garantit aussi le maintien des femmes dans ces niches en matière de création de richesses, etc. Par ailleurs, il y a la problématique de l'extension, ça mon ami Peter reviendra sur cette question, mais également une autre question, c'est sur l'implication des vétérinaires, des scientifiques pour garantir la qualité du lait. Mais également la sécurisation de la production de lait, notamment en rapport avec les questions de fourrage qui pourraient subir l'impact négatif des changements climatiques, et permettre à nos autres collègues aussi de réagir sur d'autres aspects, notamment les questions de financement climatique. Ok, merci beaucoup. Je remercie les intervenants pour leurs questions et contributions très pertinentes. J'avoue que c'est ça le progrès lait. Un projet, en le mettant en œuvre, on sent en fait, disons, la quintessence et aussi toutes les implications que cela demande. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. On est dedans et on voit les enjeux majeurs auxquels le projet est en train d'être confronté et qu'il est en train aussi de solutionner. Parlant donc des questions de pérennisation, je pense que ça c'est le défi majeur, ou en tout cas l'objectif de tous les projets, la pérennisation, et ça demande plein de choses. Je rappelle que le progrès lait s'appelle Programme régional chaîne de valeur lait et énergie solaire. Donc c'est une chaîne. Et qui dit chaîne, donc dit que l'amont jusqu'à l'aval. Et alors, pour aussi promouvoir un projet, ça ne peut pas aller le long de la chaîne. C'est un peu difficile et très lourd. Il y a d'abord nos acteurs étatiques, et on a le ministère de l'élevage, le ministère d'énergie, qui sont donc les maillons, en tout cas les leviers de ces chaînes. Et nous, on vient pour développer un segment de la chaîne. Et le segment de la chaîne qu'on avait ciblé, c'était le segment de la collecte. Et il a dit, ce qui est difficile au niveau de la collecte, c'est la conservation. Comment conserver le lait pendant 24 heures? C'est extrêmement difficile. On s'était proposé à mettre en place des plateformes solaires dans les zones reculées pour assurer la conservation et maintenant pouvoir, en un temps record, sortir cela. Cela veut dire qu'on est au milieu d'une chaîne. Il y a les producteurs. Le projet, ça aussi, c'est une autre phase, un autre segment, dont d'autres qui appellent d'autres spécialistes. Donc la production de fourrage et autres choses. Le segment aussi de la commercialisation, plus tard, c'est encore d'autres chaînes qui appellent d'autres spécialistes. Et là, on a des producteurs qui sont les éleveurs, on sait qu'ils ont un produit, mais qui peinent à valoriser ou à acheminer le produit. On met en place des centres de collecte. Donc ce que nous faisons, c'est pour ce segment de la collecte principalement. Mais la collecte aussi avec un développement d'autres services.
Et ces autres services, c'est ça qui amène la pérennisation aujourd'hui. Parce que seul le lait ne pourra pas assurer, disons, l'aspect économique dont vous disiez tantôt, mais les services additionnels pourront permettre de compenser et de rendre plus économiques les plateformes parce qu'il y a les services d'électricité et tout. Et là, avec laser, avec aussi les tarifs dont on a parlé, ce n'est pas nous qui fixons les tarifs de l'énergie parce qu'il y a une harmonisation, ça c'est l'État qui le fixe. Mais pour dire à Barry que la commercialisation, nous après la collecte, la commercialisation est laissée aux unités de transformation qui sont plus spécialisées, parce que c'est assez pointu. Mais on est d'accord, non, on est d'accord qu'il faut aller au-delà. Donc pour aussi assurer l'écoulement auprès des bénéficiaires qui nous en demandent. Mais ça, c'est une autre phase et qu'on va intégrer, disons, plus tard dans la phase d'extension pour assurer aussi l'écoulement. Mais on a un plan B, c'est-à-dire l'alternative. J'ai parlé du fromage tout à l'heure, qu'on est en train de vouloir expérimenter. Parce qu'en hivernage, on va se trouver avec des pics de collecte. Des fois même, les transformateurs peuvent être saturés, le cas de Kolda, ils ne prennent pas de lait. Et c'est ça qui arrive. Ils disent aux producteurs, n'amenez pas du lait, on n'arrive pas à écouler. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter la collecte? Non. Et en ce moment, on a pensé à faire aussi un début de transformation, mais sous un autre produit qui ne font pas. Et si on faisait tout de suite la transformation, on allait entrer en concurrence avec les transformateurs. Donc, on a voulu donc être dans un segment bien spécifique et avec aussi des alternatives pour pouvoir aussi pallier à certaines problématiques. L'implication d'autres acteurs. On est très conscient qu'il faut impliquer d'autres acteurs. Et on a commencé. Mais dans une première phase, je pense qu'on ne peut pas impliquer tout le monde. Et on est dans une première phase. Et dans cette phase d'extension, justement, on aura besoin d'autres acteurs pour pouvoir mieux les impliquer dans d'autres pays et dans d'autres zones. Mais actuellement, on est ouvert et on travaille en partenariat avec l'État. On a une convention avec l'ASER, l'Agence sénégalaise d'éducation rurale, qui aujourd'hui nous facilite non seulement l'équipement avec la détaxation des droits de douane, mais aussi qui a donné la contribution, la contrepartie de l'État. Donc, et qui prend aussi en charge l'aspect électrification rurale en termes d'accompagnement technique pour l'implantation des mini-réseaux. Donc, on travaille en étroite collaboration. Avec le ministère de l'Élevage aussi, on a une convention en vue qui n'est pas encore signée, mais on est en étroite collaboration. Les formations, par exemple, qu'on a eu à faire pour l'instant, la formation sur la production animale, on le fait avec les experts du ministère de l'Élevage. C'est que il y a des expertises dont nous ne disposons pas, ou même si on en dispose, il y a d'autres spécialistes, des partenaires, tant plus que le ministère de l'Élevage est un ministère bien déconcentré, qui a des services d'élevage au niveau des régions et au niveau des départements, même au niveau des communes. Donc ce sont ces agents du ministère de l'Élevage qu'on a impliqués à travers nos partenariats avec le ministère, et qui font aussi partie du comité, qui sont le président du comité d'orientation régionale entre Sénégal et Mauritanie, donc qui met à notre disposition ces agents techniques et pour assurer certaines formations de base et l'accompagnement. Et c'est leur rôle aussi, ils sont très impliqués. Donc, on le fait aussi avec d'autres services techniques comme l'agriculture. Oui, voilà, ça c'est en termes de partenariat et de pérennisation. Parce que aussi, ces agents techniques sont affectés, ils sont là-bas, c'est ça leur boulot. Pour assurer la continuité et la synergie avec les autres actions, c'est en tout cas des agents avec qui il faudrait vraiment aussi travailler en étroite collaboration. Et on est en très bon terme. Et même dans le choix, même pour les tests de lait de qualité, on a acheté bien sûr des équipements pour assurer la qualité aussi, comme je l'ai dit tantôt. Ce n'est pas aux éleveurs ou aux populations locales, ce n'est pas à eux d'assurer l'exploitation. On prend des jeunes, des gens qualifiés, des électriciens, des techniciens en électricité qualifiés qu'on a recrutés suivant un appel d'offres avec des critères et des profils bien définis qu'on met en place. On prend aussi des jeunes qualifiés en qualité, qui ont une certaine base, un background, qui sont aussi renforcés avec les agents techniques pour gérer tout ce qui est qualité de lait. Et pour les femmes aussi, c'est vrai.
quand l'activité prend de l'ampleur, souvent les hommes deviennent de plus en plus présents. Mais pour ce cas-ci, on sait que les femmes sont plus minutieuses et en termes de qualité, en termes de propreté aussi, bon, elles sont plus attentives ou elles sont plus trucs. Donc la qualité, vous avez vu, bon, notre responsable qualité est une femme. Oui, ce n'est pas suffisant. Je dis, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'activité élevage aussi, c'est une activité qui demande beaucoup de force, beaucoup de temps et beaucoup de peine. Donc les femmes se situent au niveau de la qualité, de la commercialisation et tout. Mais sachez qu'on ne vous a pas oublié. Vous avez une part belle. Bon, pour les autres, on vous remercie. Youssouf, pour les agriculteurs, au Sénégal, presque on a des agropasteurs. En tout cas pour la zone du sud. Donc les éleveurs sont aussi des agriculteurs pour les questions de fourrage et tout. Mais je dis c'est aussi un autre maillon donc, du développement. Donc je vous remercie. Il y a une question qui pourrait nous permettre peut-être d'aller dans les perspectives. C'est la question de l'extension posée par Madame pour voir par rapport au mécanisme de financement climatique, est-ce qu'il peut y avoir des fenêtres d'opportunité à explorer? Avant de remettre la parole à notre ami Peter. Merci Sekou. Moi, c'est juste là que je voulais intervenir pour dire qu'en termes de scaling up, comme disent les Anglais, il y a lieu quand même d'utiliser cette opportunité de financement climatique. Il y a le Fonds vert climat qui est là. Moi, je pense que rien ne s'y oppose. Il faudra qu'on essaie de voir comment élaborer très rapidement une note conceptuelle à soumettre à une entité accréditée qui est basée au niveau sous-régional et demander l'endossement de l'ensemble des pays qui sont ciblés par ce programme-là. Maintenant, par rapport aux critères du GCF, je pense qu'on a tout pour les remplir. Le caractère transformationnel, ce projet-là, il est transformationnel. L'impact sur le genre aussi, ça se justifie. Et maintenant, en termes de volume d'investissement aussi, c'est un projet qui mérite d'être étendu au niveau de la sous-région. Voilà autant d'atouts que nous pourrons vraiment utiliser pour pouvoir bénéficier de financement. Et c'est un projet d'adaptation, mais avec co-bénéfice en atténuation. Donc c'est vraiment des opportunités qu'il faut saisir. Merci. Guillaume, merci Ousmane. Guillaume? Oui, juste pour aller dans le même sens et très rapidement, clairement il y a des opportunités parce que c'est un très gros projet. Et si on veut la duplication, au-delà de ces financements qui peuvent permettre de pérenniser, il ne faut pas oublier qu'il y a un système économique qui se développe, qui peut aussi se viabiliser sur long terme indépendamment de financement. Et pour l'extension à d'autres pays, je pense qu'il y a des clés qui sont également les clés pour l'accès au fonds. C'est déjà de faire connaître, parce que si on ne fait pas connaître, on ne peut pas dupliquer. C'est de démontrer l'additionnalité avec des critères comme tant en adaptation qu'atténuation. Et ensuite de mettre en place les structures pour sa duplication à d'autres pays. Donc avec de la coordination et un peu de lobbying, même si j'aime pas ce mot, de lobbying auprès des instances concernées. Merci Guillaume. Peter? Très rapidement, je peux dire que nous ne sommes qu'au début de la réflexion pour l'extension. Mais bien sûr, votre proposition est notée, bien notée. Je peux dire que PIFAN travaille sur Mali comme sur les autres pays de sous-région. Et c'est bien sûr que Mali, c'est un candidat pour l'extension. Mais on va voir. Merci Peter. Je crois qu'on est au terme de cette side event. Juste revenir sur deux à trois éléments pour fixer les choses. Malheureusement, Barry est parti. La question du marché, ça c'est une garantie parce que dans le projet, il y a des protocoles qui vont être signés entre les transformateurs et les éleveurs. Donc ça, la garantie du marché, c'est à partir de ce niveau-là. Du point de vue de la durabilité, je reviens pour renforcer ce que Abdou venait de dire. On avait analysé la durabilité du point de vue du modèle économique à mettre en place. Il y a tout un modèle qu'on a développé qui est un modèle à la lisière du communautaire et du privé.
Et c'est pour cela qu'on parle d'entreprise sociale. Maintenant, du point de vue de la rentabilité pour par exemple, les grandes infrastructures, c'est là où, dans le projet, on s'était dit qu'il fallait tout de suite envisager de voir comment mobiliser les ressources financières dans le cadre des mécanismes de financement climatique. Et je crois qu'on vient d'avoir une bonne orientation aujourd'hui qui nous permettrait de voir, en termes de changement d'échelle, la possibilité d'aller avec des fonds privés, mais aussi la possibilité d'associer des fonds liés au climat. L'autre aspect pour finir, ce projet-là, c'est un projet très complexe. Et je crois que notre ami du ministère de l'élevage l'a si bien noté, au point qu'il ne peut pas répondre à l'ensemble des attentes. C'est-à-dire, nous, dans le cadre de ce programme-là, ce qui a été recherché, c'est de voir là où nous avons une valeur ajoutée réelle. Et cette valeur ajoutée réelle, c'était les questions énergétiques qui constituaient un coût assez élevé et qui ne pouvaient pas permettre la rentabilité de ces genres d'infrastructures, notamment en termes de conservation. Si on doit utiliser le diesel, ça pose problème. Si on utilise l'électricité de la Sénélec, c'est encore problème. Donc c'est à ce niveau-là qu'on s'était dit, et c'est ça le motif d'ailleurs du projet, en se disant, spécialisons-nous sur cette question-là, d'apporter des infrastructures énergétiques pour jouer sur le coût de l'électricité. Mais je crois que je ne saurais terminer cette intervention sans réellement remercier nos différents partenaires, notamment l'Union européenne, mais également les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie qui ont mobilisé les contreparties. Parce qu'il y avait une contrepartie et les deux États, les gouvernements de la Mauritanie et du Sénégal, ont pris en charge cette contrepartie. Donc c'est le moment aussi de les remercier pour cette participation assez significative. Remercier également nos amis de Énergie 2050 qui, sur le plan de la visibilité de ce programme en rapport avec les objectifs de développement durable, mais en rapport aussi avec les questions climatiques, je crois que c'est un volet qu'on les avait confié en se disant qu'il faut que dans le cadre de ce partenariat, que chacun essaye de faire valoir sa valeur ajoutée réelle. Et je crois qu'à ce niveau-là, ils ont quand même une excellente valeur ajoutée. Et cette manifestation en est vraiment un excellent témoignage de votre contribution qui est très, très, très appréciée. Remercier également mon ami Peter pour sa présence, sa disponibilité, mais également sur la profondeur de son intervention. Je crois que ça a été très utile pour les participants. Et pour finir, je finirai par l'excellent coordinateur Abdou Ndour qui assure un excellent travail au niveau dans la mise en œuvre de ce programme. Et sa manière de présenter ce programme-là montre effectivement qu'il a une maîtrise parfaite de la vision qui a été tracée par Enda Energy. Je vous remercie tous et toutes de cette excellente participation et à très très bientôt. Merci. Merci.